Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour la première matinale d'expertise de l'année 2022, en compagnie de Patrice Bourset, président du Club Mass Technopole, avec qui nous co-organisons les matinales d'expertise. Et au nom de toute l'équipe, et Patrice fera son tour, en tout cas, on vous souhaite une très bonne année 2022. Et voilà, c'est à l'heure de vous céder la main et la parole. Merci, on vient de me confier le joujou, donc c'est à moi. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, je vais me mettre ici. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de finances pour 2022. Donc pour ceux que j'ai déjà vus, début décembre, on avait fait une présentation du projet de loi de finances pour 2022. Aujourd'hui, je vous présente la loi qui a été adoptée, qui contient quelques améliorations, annotations depuis le projet qu'on a eu au mois de décembre, mais qui globalement reprend les principales mesures. Donc, on va avoir trois parties. Les mesures relatives aux secteurs professionnels, BIC, BLC, BA, IS. Les mesures relatives aux particuliers, tout ce qui touche à l'impôt sur le revenu. Et puis, on aura quelques mesures diverses, des mesures diverses, un peu fourre-tout. C'est bien de les connaître, bon, c'est juste à titre indicatif. Concernant tout d'abord les mesures relatives aux professionnels, on a deux grands secteurs qui apparaissent cette année, c'est les revenus pro et la question de la TVA. D'accord, c'est vraiment les deux choses principales. Concernant tout d'abord les bénéfices professionnels, on en avait parlé, ça concerne la non-déductibilité des amortissements sur fonds de commerce. Donc, je vous rappelle que normalement, un fonds de commerce en soi n'est pas un élément amortissable, puisque par définition, on est en incapacité de définir une durée d'utilisation d'un fonds de commerce qui, en principe, on va avoir une durée limitée et extrêmement longue. Donc, normalement, on ne peut pas amortir le fonds ni le déprécier par mécanisme de provision. Donc, ça, c'est la règle. En principe, ça marche comme ça. Cela étant, le Conseil d'État a jugé il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait déduire fiscalement l'amortissement du fonds de commerce sous réserve de respecter deux conditions. On ait une limite prévisible en termes de durée d'exploitation du fonds, donc ce qui sous-entend qu'on ait un fonds de commerce avec une durée de vie limitée, donc ça va concerner comme nous sommes tous le cas. Voilà, et que les éléments incorporels qui composent le fonds de commerce demeurent identifiables et dissociables des autres éléments qui figurent au bilan. Ça, c'est la position du Conseil d'État. Alors, la loi de finances pour 2022 a remis à plat tout ceci et nous dit que non, on ne peut pas déduire l'amortissement, en tout cas fiscalement, l'amortissement du fonds de commerce et que les amortissements comptables qui seraient éventuellement passés sur le fonds doivent être fiscalement réintégrés. Alors, par rapport à notre séance de décembre, il y a une nouveauté, puisque la loi de finances telle qu'elle a été adoptée prévoit que ce dispositif de non-déductibilité ne concernera pas les fonds acquis entre le 1er janvier de cette année 2022 et le 31 décembre 2026. Donc, en substance, ça s'appliquera à compter du 1er janvier 2026. Pour les fonds acquis à compter du 1er janvier. Pour tous les fonds, donc jusqu'au 31 décembre 2025, on pourra continuer à déduire fiscalement les amortissements relatifs aux fonds. Pour ceux qui en passent. Mais il faut savoir que c'est. Alors, cette mesure, on nous dit, s'inscrit dans un objectif de soutien à la reprise de l'activité économique. Bon, donc, après supposer qu'on ait une reprise totale sans Covid, à partir du 1er janvier 2026, qui est pas comme encourageant, donc on est en 2020. Voilà, ça, c'est pas de nouvelle. Deuxième type de disposition, c'est le renforcement des exonération des plus-values de cession de titres de société commerciale. Et là, la loi de finances nous renvoie à deux dispositifs. Le premier, c'est le départ en retraite des dirigeants. Et le second, c'est l'exonération liée à la transmission d'entreprise. Alors là, il est marqué entreprise individuelle, mais pas que, ça concerne aussi les sociétés de pièces, dont le coût de cession est inférieur à un certain seuil. Donc, on va revoir les deux dispositifs. La première mesure vise le 238, l'article 238 quindecies. Le 238 quindecies, il nous dit quoi?
il me dit que quand je suis une entreprise individuelle et que je vends mon fonds à un tiers, un vrai tiers, ou à une société dont je ne suis pas associée, pas majoritaire, dont je n'ai pas de contrôle, etc., et que je me trouve dans certaines limites de prix de cession, en l'occurrence c'était 300 000, on verra que ça a augmenté, je peux bénéficier d'une exonération de plus-value de cession. Et de 300 à 500 000 euros de prix de cession, j'ai une exonération partielle. Ça, c'est le dispositif de base. L'article 238, aucun des sièges, est modifié sur un point, c'est la transmission ou la cession d'activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, qui désormais, donc normalement, qui ne pouvait bénéficier d'une exonération que lorsqu'elle était réalisée au profit du locataire, du preneur de la location-gérance. C'est très restrictif et ça rejoignait un peu le fait, si on fait le parallèle avec les personnes qui veulent mettre leur entreprise individuelle en société par le biais d'une vente, que je ne pouvais pas, moi, entrepreneur individuel, me vendre mon fonds à une société que je contrôlais. C'est un peu pareil, hein, c'est un peu le même mécanisme. Désormais, la loi de finances pour 2022 prévoit que le bénéfice de l'exonération est ouvert quelle que soit la qualité de l'acquéreur, donc du bénéficiaire de la cession, du contrat de location-gérance. Donc, c'est-à-dire que je peux le vendre à mon locataire, je peux le vendre à quelqu'un qui n'est pas mon locataire, à condition que l'intégralité des éléments qui concourent à l'exploitation soit cédée et que la cession respecte le contrat de location-gérance. Je peux le vendre à un tiers, par contre, si je le vends à un tiers, pour un contrat de location-gérance perdu. Et il faut que je vende la totalité des éléments qui composent. Une petite mesure d'assouplissement. L'article 238 est également modifié sur la question des seuils, puisque je vous disais tout à l'heure que quand vous vendez votre entreprise à une société ou les titres d'une société à l'IS à une autre société ou à un repreneur, peu importe, je peux bénéficier d'une exonération de plus-value de cession. À partir du moment où mon prix de cession est inférieur à 300 000, c'est une exonération totale, et entre 300 et 500 000, c'est partiel. La loi de finances pour 2022 a augmenté les seuils, en faisant passer le plafond de 300 à 500 000 et le plafond de 500 000 à 1 million d'euros, ce qui nous donne quand même une marge substantielle dorénavant, donc une mesure favorable. Donc, en dessous de 500 000 euros, exonération totale. Entre 500 et 1 million d'euros, exonération partielle. Au-delà d'1 million d'euros, pas d'exonération. Et pas d'exonération par tranche. C'est-à-dire que, imaginons qu'on vende pour 1,2 million, vous n'allez pas avoir une exonération partielle jusqu'à totale jusqu'à 500, partielle jusqu'à 1 million, et puis pas d'exonération. C'est tout ou rien, en fait, hein. Donc, si vous êtes à 1,2 million, vous avez 0 dispositif d'exonération. La troisième mesure sur les plus-values concerne l'article 151, cette pièce A. Ça, c'est le dispositif qui vise l'exonération des plus-values de cession des dirigeants qui partent en retraite, qui peuvent bénéficier d'une exonération sous réserve que la cession de leur titre et leur départ en retraite soit encadré dans un délai de 24 mois. Donc, en clair, un dirigeant veut partir en retraite, il vend, il a un acheteur, un coup de bol, il a un acheteur tout de suite. Il vend, dans les 24 mois, il faut qu'il parte en retraite s'il veut bénéficier de l'exonération. Ou alors, mon dirigeant, on a ras la casquette, part en retraite et vend tout ceci, tout ça. Ça, c'était le dispositif d'origine. La loi de finances prévoit de proroger la durée pendant laquelle on doit réaliser les opérations et de la faire passer de 24 à 36 mois. On est sur un délai de 3 ans maintenant. Pour les entreprises qui font valoir leurs droits, les entrepreneurs qui font valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Ce n'est pas une erreur de style. Hein. Ça, c'est fini au 31 décembre 2020. La loi de finances 2022 est en sortie le 29 décembre 2020. Donc, si vous avez des clients qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2021, ils ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour vendre. Une question. C'est sur la notion de départ en retraite. Oui. Vous savez qu'on peut prendre sa retraite et continuer à exercer une activité. Oui, cumul emploi-retraite. Bon, on a un conseil qui arrête, qui vend son fonds, oui. qui continue à exercer son activité à temps partiel alors qu'il a liquidé totalement ses droits à la retraite. Est-ce que là, il y a une possibilité de remise en cause le principe d'exonération?
Donc, il a fait valoir l'intégralité de ses droits à la retraite, il a fait un cumul emploi-retraite et dans les 24 mois, il a vendu son fonds. Oui. Et il continue à travailler dans l'entreprise. Dans l'entreprise, pour d'autres entreprises. Dans le fonds qu'il a vendu. Oui. 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 Après, il y a une possibilité de mise en. Ben, il peut y avoir un risque, oui. Alors la question, c'est de savoir où est-ce qu'il travaille. Ben, si, par exemple, l'exemple tout simple, il est en Lorraine, puis s'installe à Marseille. Il ne travaille pas dans le fonds de l'entreprise qu'il a vendu. Oui. Je reformule parce que je n'ai pas compris la réponse. Il ne travaille pas dans l'entreprise qu'il a vendue. Non, il ne travaille pas. D'accord, il travaille ailleurs. Voilà. Il y a un risque de remise en cause. Le risque, il est moins s'il travaille ailleurs que s'il travaille dans son ancienne entreprise. D'accord. Et potentiellement, normalement, vous faites valoir vos droits à la retraite, vous les faites valoir. Quoi. Mais il n'a plus le droit, du tout le droit de travailler à temps partiel. Mais à temps partiel ailleurs. Oui. À temps partiel ailleurs, ça ne me gêne pas. Mais à temps. Voilà. Bah, je vous dis ça parce que j'ai le cas d'un client, par exemple. Voilà. Bon, il n'a pas encore vendu, mais ça ne va pas tarder. Il exerce une profession médicale. C'est pour Mélanie, elle sera ici. Il a fait valoir ses droits à la retraite il y a 10 ans. Il bosse toujours, hein, comme en 40, dans le cabinet médical. Dans le même cabinet. Ah oui, c'est le sien. Il cumule un emploi. Mais il l'a vendu. Chez lui. Il l'a vendu. Ben oui. Il va le vendre là. Là, il est en train de. Bon, il n'aura pas l'exonération parce qu'il a passé les délais largement. Mais imaginons qu'il soit dans les délais de 24 mois. Il ne passerait jamais ça auprès de l'administration. Et l'administration fiscale remet en cause. On va remettre en cause, évidemment. Le but, c'est la transmission d'entreprise. Vous ne pouvez pas justifier. Là, imaginons que vous continuiez à travailler dans l'entreprise que vous avez vendue. C'est un montage, là. On est clairement dans un exécutif fiscal. D'accord, j'ai compris. Et c'est la même chose s'il garde une partie des parts, je pense. Ah bah oui. C'est une cession totale. C'est une cession. Totale. Oui. Parfait. Donc, alors, l'abattement fixe de dirigeants, parce que les dirigeants qui partent en fait peuvent être exonérés sur leur plus-value de cession, à condition de respecter les délais, mais on a également un autre dispositif qui concerne le départ en retraite des dirigeants, c'est le bénéfice d'un abattement de 500 000 € qui est applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants soumis à l'IS, de sociétés soumises à l'IS. C'est un abattement fixe, là, il n'y a pas de condition de 24 mois, 24 mois. Vous êtes dirigeant, vous partez en retraite, vous bénéficiez de cet abattement fixe dirigeant. Ce dispositif d'abattement était applicable aux sessions réalisées au plus tard au 31 décembre 2022 et la loi de finances a prorogé l'application du dispositif jusqu'au 31 décembre 2022. On sent qu'on est dans le mécanisme volonté de reprise, hein, quand même. Donc, accessoirement, on a quand même beaucoup de prorogations, vous verrez. Il y a beaucoup de dispositifs, en fait, dont l'objet de la loi de finances n'a été que de proroger leur application. Mais pareil, c'est ce que je dis. L'allongement des délais d'option pour le régime réel d'imposition, on est encore dans un mécanisme de prorogation. Donc là, ça concerne les délais d'option pour le régime réel d'imposition. On a quelques mesures sur le secteur. La première mesure, c'est que, en principe, les entreprises qui relèvent du régime du micro-BIC et qui souhaitent changer de régime pour être au réel devaient exercer leur option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles voulaient bénéficier du régime. Donc, en substance, pour les micro-BIC qui voulaient opter au réel en 2022, ils devaient émettre leur option avant le 1er février de cette année 2022. La loi de finances prévoit la possibilité d'exercer l'option plus tard, puisqu'elle permet d'exercer l'option jusqu'au délai de dépôt des déclarations d'IRPP de l'année N-1. Donc, en l'occurrence, si cette année 2022, je veux passer d'un micro-BIC à un réel, je peux opter jusqu'au courant fin mai 2022, parce que je ne connais pas encore les dates de cette année, mais la date de dépôt de l'IRPP, en général, c'est autour du 20 mai de chaque année. Donc, on a une prolongation de délai. La seconde mesure, ça concerne la création d'entreprise, puisque actuellement, en cas de création d'entreprise, l'option pour le réel devait être produite dans les 15 jours du début de l'activité.
Et la loi de finances, maintenant, prévoit la possibilité d'exercer cette option dans, pareil, le délai légal de dépôt de la déclaration des revenus souscrits au titre de la première période d'activité. Donc là, on a quand même une très forte extension du délai. C'est-à-dire qu'en théorie, au départ, vous deviez opter dès que vous avez commencé l'activité. Demain, vous allez pouvoir opter au moment du dépôt de la glace. Ils ont compté les seuils aussi. Alors, c'est possible. On va regarder. C'était l'année dernière. Oui, parce que C'était l'année dernière quand même. tous les. Vous pouvez regarder les augmentations de seuil des micros. BIC, BNC. Ça n'a pas augmenté cette année, il me semble. C'était l'année dernière. BNC, on a 72 600 et BIC, on a 146 000 à peu près de tête. Hein. On va regarder. Je vais vérifier. La mesure suivante, c'est le renforcement du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants au profit des micro-entreprises. Donc, celle-là, ça ne concerne que vraiment les TPE. Normalement, le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants est égal à un produit qui est fait entre le nombre d'heures passées en formation et le taux horaire du SMIC. Et là, la loi de finances prévoit de doubler le crédit d'impôt pour les micro-entreprises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, donc uniquement pour cette année. Ce crédit d'impôt sera plafonné à 40 heures par année civile. Et pour rappel, donc, les micro-entreprises, c'est les entreprises de moins de 10 salariés qui ont un chiffre d'affaires ou un total bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. Ça concerne quand même un certain nombre de boîtes. Alors là, c'est un dispositif, on rentre dans le transfrontalier, donc ça peut nous intéresser parce qu'on est proche de Luxembourg et de l'Allemagne forcément. La loi de finances pour 2022 a pris un certain nombre de dispositions, d'ailleurs ces dispositions-là ont été transposées pour les particuliers également. Elle prévoit que les sociétés étrangères bénéficiaires de revenus soumises à certaines revenus à la source en France, alors sous réserve de l'application des conventions qui existent, bien évidemment, on peut avoir des revenus distribués, des rémunérations de prestations artistiques, des revenus non salariaux, enfin, tous ces revenus qu'une société étrangère peut générer en France et qui, en application de la convention fiscale Franco-Lux, sont soumises à une retenue à la source en France, pourront, là, à partir de cette année, obtenir la restitution d'une partie de la retenue à la source qui a été prélevée à la France, compte tenu des frais qu'elle a engagés, cette société, pour l'acquisition et la conservation de son revenu. Jusqu'à présent, ça ne se passait pas comme ça. Une société étrangère a généré des revenus en France, le cas échéant soumis à la retenue à la source en France, d'accord, et la France, elle prenait la retenue à la source sur le brut. Vous avez encaissé 10 000, c'est sûr, 10 000. Sauf que on s'est fait, je ne sais pas si c'est là, non, c'est après. On s'est un peu fait taper sur les doigts par le Conseil d'État qui a relevé des inégalités de traitement, puisqu'une société étrangère aurait généré le même revenu en France, aurait été taxée à l'IS sur un revenu net. Déduction faite des charges qu'elle a supportées pour encaisser et produire ce revenu. Donc, cette disposition va permettre aux sociétés étrangères qui ont généré des revenus en France soumises à la retenue à la source de pouvoir déduire les frais supportés pour l'acquisition et la conservation des revenus et donc d'obtenir la restitution de la retenue à la source, à grever ce surplus déclaratif, cette base déclarative large. La demande de restitution sera conditionnée au fait que la personne étrangère, morale étrangère, ne soit pas imposée à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'associé. Donc, on exclut déjà par définition les sociétés translucides, dont les revenus sont taxés au niveau des personnes physiques. Qu'elle est son siège dans un État membre de l'Union ou dans un État tiers qui a conclu une convention fiscale avec la France, que les charges qui sont concernées soit au sens du droit français, des charges qui auraient été fiscalement déductibles, et qu'il n'y ait pas d'imputation sur l'impôt dû dans l'état de résidence si jamais il y a eu une imposition dans l'état de résidence. Donc ça concerne les sommes perçues à compter du 1er janvier 2022. La loi de finances crée également un crédit d'impôt en vue d'encourager la collaboration privée-publique. Alors, je sais qu'on a eu des échanges au mois de décembre sur ce sujet-là. Donc, il y a un crédit d'impôt qui a été institué par la loi de finances pour 2022
au titre de dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration privé-public conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, c'est un nouveau crédit d'impôt qui sera accordé sur la base de dépenses facturées aux entreprises donc dans le cadre d'un partenariat public et les dépenses devront avoir la nature de charges déductibles. Alors, on va regarder le dispositif. L'entreprise bénéficiaire doit être industrielle, commerciale ou agricole, imposée selon un régime réel d'imposition ou temporairement exonérée, et conclure avec l'organisme public, donc en général, c'est souvent les collectivités territoriales ou les organismes de recherche publics, n'ayant aucun lien de dépendance avec elles. On doit être vraiment totalement désintéressé entre les deux structures. On doit avoir conclu un contrat de collaboration entre les deux. Alors, moi, il y a quand même une chose qui m'interpelle sur cet aspect-là. La conclusion avec des organismes publics n'ayant pas d'indépendance avec elles. Je pense à certaines structures de recherche qui sont très largement financées par des collectivités publiques ou par des organismes publics de recherche. Moi, personnellement, l'indépendance, je ne sais pas comment la justifier. D'accord. Parce qu'à partir du moment où on est dépendant financièrement, on est dépendant. C'est un nouveau système, non, apparemment. C'est un nouveau système, moi j'attends de voir comment il va être mis en œuvre. Voilà, parce que le problème, moi, je pense notamment à une structure qui n'est pas loin de chez vous, où on a des financements publics assez importants. Il est clair qu'aujourd'hui, on est en situation de dépendance économique. S'ils ferment les robinets, on ferme. On Oui, ferme. ça va être des commissaires d'administration. Alors, les conditions qui sont imposées dans le cadre du contrat de collaboration. Donc, le contrat doit être conclu avec un engagement de travaux de recherche, d'accord ? Il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes à la tout revient. Il doit fixer l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux et les modalités de partage des risques et des résultats. Sachant que l'entreprise ne peut pas à elle seule prendre tous les risques, hein, évidemment. Le contrat doit prévoir que les dépenses facturées ne peuvent pas excéder 90% des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat. Donc, on a un plafonnement des dépenses prises en charge à plafond élevé, vous me direz 90%, mais ça plafonne quand même. Et le contrat doit permettre aux organismes de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduits dans le cadre de la collaboration. Ça aussi, Ce qui va poser la question de la propriété intellectuelle ou industrielle des recherches qui vont être publiques. Parce que si l'organisme public il a subventionné la grosse partie du machin, ça m'étonnerait que tout le monde soit d'accord pour dire ouais, vous inquiétez pas, non seulement je vous ai payé, mais en plus payé. Et c'est ce qui bloque le plus souvent. Concernant les conditions qui sont relatives aux travaux, les travaux de recherche ils doivent être localisés au sein de l'Union, en Norvège, en Islande, en Liechtenstein. J'adore à chaque fois qu'ils me Monaco. Non, Monaco, non, ça ne compte pas. Monaco, la Suisse, ça ne compte pas. Pas. C'est un gros mot. Le Liechtenstein, vous pouvez, le Monaco, vous ne pouvez pas. Cela étant, j'ai un client qui est resté coincé au Liechtenstein pour la petite blague, parce que sa mère, ses parents, historiquement, avaient chanté tout leur argent là-bas. Il n'a jamais réussi à les rapatrier parce que ça lui aurait coûté une vraie fortune. Donc, il est installé au Liechtenstein. C'était pas pendant la guerre. C'est beau, il y a de la montagne, c'est beau, mais il n'y a rien à faire. Donc, les travaux dans l'Union Norvège-Islande Liechtenstein, ils doivent être réalisés directement par les organismes de recherche. Par contre, on peut quand même faire appel à de la sous-traitance auprès d'organismes agréés pour la réalisation de certains travaux nécessaires aux opérations à condition que le contrat le prévoit. Et on a l'article, donc le règlement européen relatif à ce type de dispositif, notamment en recherche et développement, doit être respecté. Alors, les dépenses sont limitées, parce
qu'elles sont prises en compte uniquement dans la limite de 6 millions par an. Alors, ça peut paraître gros comme montant, mais pour des dépenses de recherche, ce n'est pas forcément non plus des sommes astronomiques. Ces 6 millions d'euros, ces dépenses sont minorées de la quote-part des aides qui sont perçues par les organismes au titre des opérations et des aides perçues par l'entreprise à raison de ces opérations. Donc, en gros, on prend 6 millions d'euros de dépenses, on enlève les subventions publiques, financements publics, aides publiques qui ont été accordées pour financer ces 6 millions d'euros, on détermine une base taxable et on calcule, une base. On détermine une base et on calcule le crédit d'impôt sur cette base. Crédit d'impôt égal à 40% des dépenses, 50% pour les PME en cours, donc qui répondent aux critères des PME. Alors, les modalités d'utilisation du crédit d'impôt, je ne sais pas comment il s'appelle, il n'a pas de nom. Mais bon, c'est un genre de crédit d'impôt recherche, collaboration privée-publique, sera utilisé de la même manière que pour le crédit d'impôt recherche. Par contre, il faudra être extrêmement vigilant pour les entreprises concernées. Les dépenses qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt-là ne pourront pas être prises en compte dans le crédit d'impôt recherche ou dans un autre mécanisme de crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir faire une analyse d'opportunité sur tel ou tel crédit. Pour finir sur ce dispositif, il faut savoir que les entreprises qui voudront bénéficier de ce crédit d'impôt pourront interroger l'administration fiscale par voie de rescrit pour savoir s'ils sont éligibles ou si leur projet de recherche prend bien dans les coûts. Ça existe déjà pour le crédit d'impôt recherche. On est vraiment sur un modèle similaire. Et la fraction qui ne sera pas utilisée de crédit d'impôt pourra être utilisée au cours des 3 années suivant celle de la constatation. On est sur un crédit d'impôt, il ne se perd pas, il se reporte. À défaut, il sera évidemment remboursé comme un crédit d'impôt. Alors, un truc intéressant, c'est même si ce n'est pas encourageant, parce que le contexte fait qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est délicat, mais on nous dit quand même que les PME, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles et les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective, parce qu'en ce moment, on constate quand même quelques-unes, pourront demander un remboursement immédiat du crédit d'impôt sans besoin d'explication des 3 ans. Je vais passer maintenant sur les régimes de sanctions en cas de défaut de facturation, qui a suscité pas mal de débats en décembre. Donc, à compter du 1er janvier 2022, il faut savoir que le montant de l'amende encourue en cas de défaut de facturation se différenciera selon que la transaction a été ou non comptabilisée. Donc, la formulation n'est pas très bien formulée, je suis désolée, mais en fait, en cas de… Ce n'est pas la facture qui n'est pas comptabilisée, c'est la dépense, le produit en l'occurrence, la dépense. En cas de défaut de comptabilisation de la recette, l'amende, en cas de défaut de production de la facture, donc en gros, vous avez encaissé, vous avez comptabilisé, mais vous n'avez pas facturé, l'amende est égale à 50% du montant de la transaction. C'est valable pour une association. Oui, je sais. Alors, une association… Oui, alors c'est pas là pour une il n'y association. a pas de facture. Quelqu'un Oui, mais on veut devenir membre, il envoie sa cotisation d'adhérent. Oui, alors il faudra regarder quand même une chose, parce qu'en fait, le risque pour les associations, c'est pour les associations fiscalisées. Ah oui, Parce que, je ne comprends pas. Il y en a. ben, vous avez Alors, attendez. en fait, c'est pour éviter une marque. Défaut de facturation, ça veut dire les mettre sur la facture, tout simplement. Oui. 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 Mais s'il encaisse, moi je suis comptable. Ben, il encaisse le produit, il ne facture pas. À la partie double. Mais c'est pour ça qu'il y a l'enquête facture comptabilisée. C'est pour ça qu'en cas de facture comptabilisée, c'est juste une erreur. Vous avez oublié de faire une facture, machin, c'est 5%, mais il faut savoir que ça existe, 5%. Oui, Même si c'est comptabilisé, vous avez quand même 5%. Ah, Donc, si vous avez oublié de comptabiliser 20 000 balles, ben, c'est c'est 5%. fréquent. Moi, vous voulez adhérer à une association pour garder le tarif, vous envoyez votre chèque, je veux adhérer. Et puis, l'association n'a pas émis de facture. Ça arrive quand même. L'association. Il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas de facture. Bien sûr. Ah ben alors, C'est pas une vous parlez question, à une madame spécialiste S-association. Et Et je peux vous dire un truc, c'est que d'abord, il faut savoir deux choses. Il y a deux types d'associations. Les associations fiscalisées et non fiscalisées, même si beaucoup de non fiscalisées devraient l'être, qu'elles ne le savent pas. D'accord. Et en théorie,
même les associations non fiscalisées sont tenues d'émettre des factures. Ouais. Alors, ce n'est pas une facture pro forma, il n'y a pas de numéro de TVA, il n'y a pas de machin, parce que c'est non lucratif, non fiscalisé, non immatriculé. Mais ça ne nous empêche pas d'émettre un reçu, à minima un reçu d'encaissement de la cotisation à votre adhérent. D'autant plus, et on le verra tout à l'heure, que les contrôles en matière de mécénat associatif se renforcent considérablement depuis le 1er janvier 2022, tant pour les associations bénéficiaires que pour les entreprises mécènes. Et souvent, le mécénat, il passe par quoi? Il passe par la cotisation. C'est pour éviter, en fait, c'est la traçabilité. Hein. c'est uniquement la traçabilité, quoi. Tout à fait. Donc, en clair, soit vous avez facturé, soit vous avez comptabilisé, vous êtes un gentil garçon, mais bon, c'est pas bien, vous avez oublié de faire le petit papier avec le numéro de TVA, c'est quand même pas cool. Vous avez une amende de 5% du montant de la transaction. C'est ce qui existait déjà. Jusqu'à 375 000 € par exercice. Maintenant, en cas de facture avec un produit non comptabilisé, là c'est des blagues, c'est une simulation de recettes. Là, c'est une amende de 50% du montant de la transaction. Toujours, là aussi, il y a une difficulté. Quelquefois, comment ils contrôlent? on envoie des factures aux ça va être plus difficile. On envoie des factures aux anciens adhérents qui ont adhéré l'année précédente pour adhérer l'année suivante, et ils n'adhèrent plus. Alors qu'on a émis une facture et il n'y a pas de. Mais vous avez mis une facture à payer. Oui, à payer. Elle n'est pas payée. Non, elle n'est pas payée. Bon, donc vous n'avez pas encaissé de produit, vous avez bien facturé. Ouais, donc en fait, vous allez constater une créance et ensuite ce sera une dette. Voilà, Moi, j'ai eu le cas dans une entreprise, le premier cas, dans une entreprise, pas une association, c'est tout simple, ils ont vérifié le client a sorti une facture, et puis ils ont remonté à l'entreprise, ben oui. Tout simplement. Donc c'est par là qu'ils arriveront à monter. Et là, bon, ils disent il faut prouver que ce n'est pas du blague. C'est ça. C'est ça. Ceci dit, un jeu. En fait, ça existait déjà dans l'entreprise. Ça existe déjà, sauf qu'en fait, ils ont splitté le dispositif entre celui qui a comptabilisé, mais qui a juste oublié de faire la facture, c'est pas bien, c'est moche, mais bon, c'est pas très méchant, et celui qui n'a rien fait du tout et qui a fait effectivement. C'est une question de bonne foi, le deuxième cas. C'est ça. S'ils ne vont pas vous regarder, si vous avez pas mal, il n'y a pas. Voilà. Cette fois, vous avez quand même 5% de 100 balles. Oui. Parce que c'est 5% de chaque facture. Hein. Ça peut vite chuter. Si vous avez 10 ou 15 factures, la bonne fois. Bon, sachez que le client, en l'occurrence par lequel le contrôle risque d'arriver, qui a la qualité professionnelle, sera solidairement tenu au paiement. Donc déjà, à mon avis, le client il va être solidairement tenu au paiement, mais à sortie, vous n'aurez plus le client. Donc c'est quand même difficile. Parce que vous faites le coup une fois, il faut que le client mette bien en place ses procédures de contrôle interne. Ça va être la faute du client maintenant. C'est normal. Non, mais attendez, il nous faut un justificatif pour enregistrer. C'est moche. Bon, le dispositif précise toutefois qu'il n'y aura pas d'amende dans les deux cas suivants, lorsque c'est la première infraction au cours de l'année civile, au cours des 3 années précédentes. Pardon, la première infraction au cours de l'année en cours et des 3 années précédentes, donc sage sur la période de reprise de l'administration, ou lorsque l'infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d'une première demande de première maison. C'est pour les entreprises. Ils sont gentils. C'est pas bien. Hein? Non, il faut pas. Non, en général, c'est ce qu'on fait. Alors ça, c'est un nouveau dispositif qui n'était pas prévu dans le projet de loi de finances pour 2022 quand on s'est vu en décembre, hein, donc c'est nouveau. C'est des dispositions relatives au contrôle fiscal. La loi de finances instaure une majoration de l'amende en cas d'obstacle à l'accès aux documents informatiques lors d'une visite domiciliaire. Donc c'est une amende qui passe de 10 000 à 50 000 €, pardon, ou 5% des droits rappelés si le montant est plus élevé. Bon, quand on est sur la visite domiciliaire, on est déjà. Domiciliaire, ça veut dire c'est le siège de l'entreprise. Chez vous. Ça peut être chez vous. Moi, j'ai un client, enfin, c'était un client, hein, très longtemps. Et à 6h du matin, ils ont parti chez eux, ils ont démissionné. Hein. Avec Chevaux, ils font ça souvent. C'était Franco Luxe.
ça, le chiffre qu'on peut dire. Sur les transferts de bénéfices, hein, c'est ce qu'ils font, hein, les gars, ils viennent à 6 heures, ils attendent devant, là. Il m'a raconté, à 6 heures pétantes, ding dong, ding dong. Ils arrivent, ils parquent ici, à la ville de ici. Pour savoir qu'il y a déjà des amendes en cas d'obstruction, vérifier le contrôle fiscal, à l'accès aux documents. Bon, là, c'est pour les documents informatiques. La loi de finances prévoit également une extension de l'interdiction d'imputer les déficits et réductions d'impôts en cas de manquement grave à compter de l'imposition des revenus 2021. Donc, en clair, à compter de l'imposition des revenus 2021 ayant lieu à compter du 1er janvier 2022, vous perdrez vos droits à imputer les déficits et réductions d'impôts en cas de manquement grave constaté par l'administration fiscale dans le cadre d'un redressement. Les manquements graves, hein, c'est constaté déjà par une majoration spécifique. Donc, ça, on avait déjà la notion de manquement grave. La nouveauté, c'est qu'on vous sucre les reports déficitaires et réduction d'impôts. Avant, cette interdiction d'imputation était limitée. Elle était mise en œuvre en cas de défaut, retard, insuffisance de déclaration, opposition à contrôle fiscal, transfert de sommes à l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés ou les revenus provenant d'activités illégales. Maintenant, c'est un peu plus large que ça. Désormais, l'interdiction, elle est également mise en œuvre en cas de sommes figurant sur des comptes à l'étranger non déclarés, de contrats de capitalisation souscrits à l'étranger ou d'actifs placés dans un poste non déclaré. Non, je plaisante. Alors, c'est évidemment aussi la mode. C'est la loi de finances prévoit une obligation déclarative d'information des opérateurs de plateforme. Alors, je ne sais pas si vous avez le sentiment comme moi qu'on arrive dans cette loi de finances à une vraie volonté de flicage, familièrement parlant. On cherche, de toute façon, on le voit, nous, dans nos contrôles fiscaux, vraiment, on est en recherche de l'État a besoin d'argent. Donc là, c'est une nouvelle disposition qui prévoit l'obligation de déclaration des opérations de location de biens immobiliers de toute nature, de fourniture de services, de vente d'un bien, de location de moyens de transport par les plateformes. Donc, les Vinted, c'est terminé. Les Airbnb, c'est terminé. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes comme moi en recherche de location de vacances, c'est la saison. Terminé. Donc, maintenant, les plateformes devront déclarer. Alors, évidemment, c'est lié énormément à tous les débats qu'on a connus ces derniers mois, notamment sur Vinted, où en fait, on vend des biens et autres d'occasion. Et quand on les vend une fois de temps en temps, ça va. Quand on en fait son job, c'est pas pareil. Donc, la déclaration devra comprendre l'identification de l'opérateur, des vendeurs ou prestataires, des montants des transactions et contreparties, de l'identification du compte bancaire et de l'adresse des biens immobiliers. Avec tout ça, on n'arrive pas à générer du revenu foncier et du revenu BIC quelconque. C'est qu'à mon avis, on n'est pas bon. Alors, ça, je vais vous parler maintenant du taux de l'IS. Ça, c'est juste un titre de rappel. Vous savez que les taux de l'IS ont pas mal évolué ces dernières années, qui devaient progressivement diminuer pour atteindre un plancher fixé à 25% à compter du 1er janvier 2022. Je vous rappelle juste que pour ceux de nos clients qui ont ouvert des exercices qui sont à cheval sur la décide, il va falloir qu'ils attendent un peu avant de bénéficier des 25%. Donc, pour les exercices ouverts au 1er janvier 2021, on était à 26,5% jusqu'à, pour les entreprises qui faisaient moins de 250 millions de chiffre d'affaires et 27,5% pour les entreprises qui faisaient plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2022, ce sera 25% pour tout le monde. Ce qui est donc pas mal parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, on était à 33,3 plus l'IFA. Hein, on l'a oublié celui-là, mais et aujourd'hui, on est à 25, il n'y a plus l'IFA, donc c'est quand même pas mal, en espérant que ça perdure. Que ça ne soit pas remis en cause sur la prochaine. La loi de finances prévoit également les aménagements du régime d'imposition sur les gains de cession d'actifs numériques. Alors, j'ai les actifs numériques, classiquement les bitcoins, mais pas que.
Les aménagements donc, du régime d'imposition seront applicables à compter du 1er janvier 2023. Donc, cette année, on est à peu près tranquille. Et ce dispositif prévoit de taxer les gains de cession dans la catégorie des BNC et non plus dans la catégorie des BIC. C'est juste un changement de classification. Il n'y a pas d'incidence pratique. Là. Comment? Il n'y a pas d'incidence pratique. Non. Parce que Pas le réellement. Hein. BIC, DNC, c'est à peu près les mêmes. Pas réellement. Hein, voilà. Donc, les gains par compte de cession donc réalisés dans le cadre, donc ça c'est dans le cadre professionnel, hein, donc on passe en BNC ou en BIC, et dans le cadre non professionnel, les gains de cession seront désormais imposés au PFU, prélèvement forfaitaire unique, ou sur option barème progressif, donc le PFU, je vous rappelle, 12,2% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Barème progressif de l'IRPP, c'est barème plus toujours les 17,2 de prélèvements sociaux. Et le caractère professionnel ou non de ces activités sera apprécié en fonction des conditions de réalisation des opérations. En cas d'activité réalisée dans des conditions analogues à celles d'une personne exerçant un titre professionnel, on ne considère pas que c'est professionnel. Ça ne veut pas dire que c'est pareil. Non, ben non. Pour un moment, on a non. Haute précision tue la liberté pour l'administration. Non, pour l'instant, je n'ai pas de précision. On aura des précisions dans le BOI. Ça me souffle. Maintenant, concernant le report en arrière des déficits, on a une petite réforme. Actuellement, la base d'imposition du bénéfice pour les reports en arrière du bénéfice reporté, du déficit reporté est égal au bénéfice fiscal de l'exercice précédent à l'exclusion des bénéfices distribués, des bénéfices ayant donné lieu à une exonération dont l'imposition a été payée grâce à un crédit d'impôt. Donc, on retraite le bénéfice d'imputation des... Enfin, on ne retraitait pas, excusez-moi. Donc, c'était le bénéfice fiscal et on retraite ici des bénéfices distribués, donc des bénéfices distribués, des bénéfices qui avaient donné lieu à une exonération. La loi de finances pour 2022 ajoute à l'exclusion les bénéfices dont l'imposition a été payée grâce à une réduction d'impôt. Donc, en clair, aujourd'hui, le bénéfice d'imputation pour les reports en arrière s'amenuise considérablement, puisque tout ce qui a été payé grâce au crédit d'impôt, on l'enlève, y compris tout ce qui a été payé grâce à des réductions d'impôt, on l'enlève. Alors, les crédits d'impôt, ça ne me choque pas trop parce que le crédit d'impôt est remboursable. Hein, si on ne l'utilise pas, on l'encaisse. Donc, OK, ça ne me choque pas qu'on corrige le bénéfice d'imputation des bénéfices payés par le crédit d'impôt. Mais la réduction d'impôt n'est pas. Donc, ça viendra en tout état de cause quand même en diminution pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Donc, vous allez établir le gaz, ce dispositif. Alors, je ne sais pas si on fait encore beaucoup de carry-back. Moi, j'en vois plus tellement depuis la suppression de la limite temporelle de report en avant des déficits. C'est vrai que ça fait un moment que moi, je n'en vois pas, mais je pense que c'est... Concernant la TVA, alors là, on en avait parlé au mois de décembre, ça n'a pas changé. On a juste la loi de finances confirme une modification sur les règles d'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Désormais, sont fixées au moment du versement des acomptes, non pas de la livraison. Donc actuellement, la TVA est exigible au moment de la réalisation de l'opération de livraison de biens. La matérialisation, d'accord, c'est le fait générateur. Désormais, à compter du 1er janvier 2023, et quand on a des acomptes, la TVA sera exigible au moment du paiement des acomptes. Donc, on s'harmonise sur la notion des prestations de services. Et le droit à déduction, du coup, corrélatif naîtra de manière échelonnée potentiellement, et plutôt au moment du paiement des acomptes. Et non pas uniquement au moment de la livraison finalisée. Donc, ça veut dire que même si on fait une livraison de biens et qu'on n'a pas encaissé, on ne paye pas la TVA. Ça veut dire que s'il y a des acomptes, la TVA est exigée au moment de l'acompte. Alors qu'avant, la TVA était exigée au moment de la livraison, indépendamment des acomptes. Absolument. Voilà. Mais alors, attendez-moi. Donc, si je fais une livraison de biens et que je n'ai pas d'acompte, je ne paye pas de TVA. Ben, vous la payez au moment de la livraison.
Selon les règles. selon les règles des livraisons. On est des biens, la délivrance des biens. Oui. S'il y a des acomptes, vous anticipez. Et c'est la TVA sur la compte ou sur la totalité du bien? Non, mais non, c'est vrai. Pas con. Non, même. Il y a une différence entre la prestation de service et les livraisons de biens. Bien sûr. Quand on fait. C'est l'exécution de la prestation sur la prestation de service. Ouais. D'accord. Date d'exécution de la prestation. Ou de finalisation. Enfin, on va pas parler de prestation. C'est bon, ça, c'est bon. Et sur les livraisons de biens, c'est la date de la livraison. Et ça reste par contre. Oui, la date de la livraison reste. Sauf que si vous avez des acomptes, vous paierez la TVA au moment des acomptes. On reçoit la compte. Au moment de l'encaissement de l'acompte. Non, c'est pas chiant, c'est mieux. Parce que vous allez pouvoir. La déduction. Oui, votre droit à Oui, l'éducation, non, il il y va a la être déduction pour l'entreprise qui reçoit le bien, mais il y a le paiement pour l'entreprise. Ah, il a encaissé l'argent. Mais il a encaissé l'argent plus tôt. Qu'est-ce qu'il vient se plaindre? Oui, Au mais lieu attendez. d'encaisser 10 000 au mois de septembre, il va encaisser 2005, 2005, 2005, 2005. Ce sera mieux, ça présenté. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la moi, ferme je- et tout ce qui va avec. Pas possible. Bon, vous aurez juste une seule. Bon. De toute façon, que vous ne l'encaissiez pas, vous l'avez déjà fait. C'est le 1er janvier 2023. Oui. Ok. Il y a des aménagements aussi sur la TVA de l'importation. Alors, jusqu'à présent, hein, les questions des TVA à l'importation étaient gérées par l'administration des douanes. Ça, c'est juste à titre d'information. Il faut savoir qu'au 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement est transférée à la DGFiP, d'accord, et que l'administration des douanes reste uniquement compétente pour la perception de la TVA à l'importation lorsque des redevables sont des personnes non assurées ou non identifiées. C'est vraiment un type d'info. Vous avez certainement dû voir passer également que la DEB, pour les professionnels du chiffre qui sont là, est supprimée. En lieu et place de la DEB, on a deux procédures distinctes qui sont introduites. Une enquête statistique et un récapitulatif des clients. L'État devant permettre de contrôler le respect des règles de TVA. Me demandez pas plus d'informations sur la suppression de la DEB, on n'a pas demandé. Maintenant, on va aborder les mesures relatives aux particuliers. Je regarde juste qu'on soit bien dans les temps. Alors, on va faire traditionnel. Hein. Revalorisation du barème progressif. Pour faire original, hein, on verra les retenues à la source sur les revenus non salariés des résidents, les différents crédits d'impôt, notamment pour l'emploi à domicile, ça a un petit peu évolué. On verra l'évolution des différentes réductions et crédits d'impôt qui ont été passés. Alors, juste pour info, ça c'est le nouveau barème. Pour les revenus taxés, les revenus 2021 taxés en 2022, donc elles ont été un petit peu relevées, les tranches de 1,4%. Vous nous dépassez les transports? Oui, je demanderai à ce qu'on vous les passe. Enfin, vous les avez déjà, ils sont. Pour avoir les chiffres. Donc, on est dans la tranche à 30%, c'est pour une part. La tranche à 30, elle est de 26 à 74 500 €. Et puis, de 74 500 à 160 000, on est à 41%, puis après à 45%. Donc, ça, c'est une petite réhausse. Et bonne nouvelle pour les télés, il n'y a pas d'augmentation de la contribution audiovisuelle publique. Ça n'a plus beaucoup de sens. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le dispositif. Ça va finir par coûter un max. Bon, la taxe d'habitation, elle est supprimée, mais pas pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. À mon avis, pour ceux qui continuent à la payer, on va continuer à la payer un certain temps. On ne bénéficiera jamais de la suppression parce que je pense que ça va quand même être une perte de recettes significative. Mais il est clair qu'à un moment donné, la perception de la taxe audiovisuelle, ça va faire comme ISF il y a des années, et encore aujourd'hui. Donc, ça va nous coûter plus cher de traiter le déclaratif et d'envoyer des avis d'imposition que l'argent que ça nous rapporte effectivement dans les poches. Alors, on a vu ce dispositif qui a été pris également pour les sociétés tout à l'heure, dont je disais qu'il y avait un petit
un dispositif similaire pour les personnes physiques. Donc, ça concerne la retenue à la source sur les revenus non salariaux des non-résidents. Ce n'est pas parce que vous êtes résident au Luxembourg que vous n'êtes jamais taxable en France, c'est pour cause, puisque vous pouvez être taxé sur des revenus, notamment non salariaux, mais pas que, parce que vous pouvez aussi avoir des revenus salariaux, dans l'état de perception des revenus, en l'occurrence la France. Donc, pour les personnes non résidentes de France qui touchent des revenus non salariaux en France, en principe, et sous réserve des conditions fiscales et des dispositions de la nature des revenus, on a une retenue à la source qui est prélevée par la France. Actuellement, la retenue à la source, comme pour les sociétés tout à l'heure, elle est calculée sur le montant brut des sommes qui sont encaissées par la personne non résidente, par exemple au Luxembourg, sans qu'elle puisse déduire les charges relatives à l'encaissement des revenus. Brut. Donc, 100 000, je suis taxée sur 100 000. Même si j'ai dépensé 50 000 pour générer 100 000, c'est pas grave. Le Conseil d'État a jugé que la pratique était contraire aux règles européennes et notamment au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que si la personne qui a encaissé les revenus avait été résidente française, taxée en France, en raison de ses revenus non salariés en France, il aurait été taxé en France sur un revenu net. En plus, c'est une égalité de traitement. En plus, je pense à mon avis qu'on a dû soulever les problématiques de libre circulation. Donc, la loi de finances pour 2022 prend acte de la position du Conseil d'État et prévoit un abattement forfaitaire de 10% sur les revenus non salariaux des non-résidents, qui est censé représenter les charges qu'il a supportées pour générer le revenu, et applicable sur les revenus sous réserve que, petit 1, les résultats, alors on parle de revenus non salariaux de non-résidents, qui sont versés par des sociétés étrangères à des non-résidents personnes physiques. Bon, ça devient un peu compliqué. Donc, à condition que les résultats de la personne morale dont les revenus proviennent, donc, exemple, je suis un associé, Diane, je vis au Luxembourg, d'une société luxembourgeoise et d'une société française, excusez-moi, mais moi j'ai du mal, et je touche des revenus non salariés de cette société française. Je vais pouvoir, je touche 10 000 euros, 20 000 euros, et je vais pouvoir déduire les charges de perception de mes revenus pour la retenue à la source en France, à condition que la société française, en substance, ne soit pas une SCI, donc pas une société dont les résultats seraient taxés entre les mains de ses associés à l'université. Okay. Et à condition que cette société soit située dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen. Une SCI à l'IS, du coup. Pardon? Une SCI. Ah, yes. Une SCI, une société à l'IS. En substance, voilà. Elle n'est pas transmissible. Non, il ne faut pas qu'elle soit. Exact. Parce que si elle est translucide, je ne suis plus dans le système de mon avis de la source, je suis dans le système applicable en matière de convention fiscale internationale avec une classification des revenus BIC, BCDA. Et taxé de toute façon sur l'État, enfin, sur le territoire du lieu de la SCI. En l'occurrence, la France potentiellement, mais pas que. Hein. Je poursuis. Avec le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, alors la loi de finances a un petit peu modifié le dispositif, elle l'a un petit peu élargi. Jusqu'à présent, on avait un crédit d'impôt pour l'emploi des salariés à domicile qui était réservé aux services rendus à la résidence du contribuable principal. Donc les résidences secondaires, tout ça, machin, on ne parle pas. Toutefois, l'administration admettait que les prestations exercées en dehors de la résidence du contribuable soient également prises en compte dès lors qu'elles étaient rendu dans le cadre d'une offre de prestation globale de services incluant un ensemble d'activités effectuées au domicile du contribuable. Le Conseil d'État a annulé cette doctrine en novembre 2020. Il aura fallu 1 an et demi pour qu'on en tire les conséquences et la loi de finances intervient pour légaliser l'ancienne doctrine, à savoir que le crédit d'impôt est réservé aux services rendus à la résidence du contribuable avec possibilité d'offre globale pour le calcul. Et offre principale et secondaire. Elle a amené les deux. Hein. Oui, ben non, c'est dans le cadre d'une offre globale, oui. Mais si j'ai 2 offres, enfin si vous avez une offre à part pour la résidence secondaire, une offre globale.
pour les taux de soutien, Oui. dans ce cas-là, il vous admet Oui. que ce soit la résidence globale. Et là, il faut que ce soit une offre globale. En gros, on vous admet de faire passer un peu quelques services annexes du moment que ça inclut dans le package, quoi. Donc, si c'est une résidence secondaire, une résidence, si je fais tailler les arbres par la même entreprise sur les deux, ça marche. C'est ce que ça veut dire. Ceci dit, si c'est de l'AIH, on va pas dans les services à la personne. Non, là, je suis dans salarié à domicile. Je ne suis pas dans le service à la personne. Non, salarié à domicile. Salarié à domicile. Je ne suis pas dans le service à la personne. C'est pour les deux, c'est bon. Oui, donc, pour faire ça, c'est sur le même. Ouais. Alors, la loi de finances apporte aussi quelques modifications de seuil, le maintien des modifications apportées aux réductions Coluche, pardon. Donc, en 2020, je vous rappelle que le dispositif Coluche avait été un tout petit peu modifié exceptionnellement et temporairement, faisant passer une base de calcul de réduction d'impôt de 552 à 1 000 euros de dons, et donc ces 1 000 euros de dons ont le droit à une réduction d'impôt de 75%. Déjà 552 euros, c'est que dalle. Donc en fait, on est passé de 552 à 1 000 euros, et cela étant, cette augmentation de base visait les dons consentis en 2020 et 2021. Pour les dons au profit des personnes. Oui, les dons Coluche, c'est-à-dire les dons destinés aux associations aidant les personnes en difficulté, les médecins sans frontières, les restos du cœur, les petits frères des pauvres, tout ça. Denier du culte. Denier du culte, non. C'est réconcilié. Hein? Rouge. Oui, la Croix-Rouge. Denier du culte, je ne sais pas. Non, c'était supposé la question. Non, parce que pour moi, les deniers du C'était pour culte, Notre-Dame de 34. vous visez quand vous parlez des deniers du culte, vous visez l'association de bienfaisance. Ouais. Mais les associations de bienfaisance ne sont pas dans les donations Coluche. En fait, les associations dites loi Coluche, c'est les associations d'aide aux personnes en difficulté, que ce soit pour des raisons sociales ou humanitaires ou sanitaires, etc. Donc, et elles ont un agrément spécifique. Donc là, l'exo, 552 000 euros de base, 2020-2021, après 2021, c'est terminé. La loi de finances pour 2022 prolonge cet avantage de 2 ans, amen, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Donc jusqu'au 31/12/2023, les dons Coluche seront retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Je vous rappelle quand même que si vous avez des clients qui font des dons de 1 000, moi j'en ai, il y en a dans le cœur, c'est partagé de 5 000 parfois, j'en ai 2 notamment. Le différentiel qui ne passe pas dans la réduction Coluche passera de toute façon dans la réduction normale mécénat. Oui. Alors, la loi de finances pour 2022 a également intégré dans cette réduction Coluche les dons aux associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Et ça sera, c'est déjà le cas l'année dernière, et cette réduction sera prolongée d'une année jusqu'au 31 décembre 2022. C'est devenu un sujet de société. La loi de finances prévoit également des dispositions sur le quotient. Alors, je vous rappelle que le système du quotient en matière d'impôt sur le revenu a pour but d'atténuer la charge fiscale du contribuable en cas de revenu exceptionnel ou différé et de mettre en place un mécanisme de lissage qui permet de ne pas se retrouver le dernier APP de 2 000 à 20 ou 30 000 euros comme ça. Le Conseil d'État avait jugé qu'en présence d'un déficit net global du contribuable, le quotient s'appliquait au revenu avant imputation du déficit pour pouvoir lisser la chose. Bon, la doctrine administrative, elle, voulait que le quotient s'applique après imputation du déficit. On a eu déjà le problème pour les plus-values avec est-ce qu'on impute d'abord la moins-value sur la plus-value ou est-ce que pour les abattements pour durée de détention, notamment. C'est un peu le même combat. Donc, le Conseil d'État disait déficit, on n'en tient pas compte, c'est le quotient s'applique au revenu brut. L'administration disait non, on applique ça au revenu net après imputation du déficit. Donc, la loi de finances met fin au débat et confirme que pour le calcul du quotient, il s'appliquera après imputation du déficit net global du contribuable.
finirai sur les mesures diverses. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous avez des questions spécifiques dessus. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'elles existent. D'abord, on a la suppression de plusieurs dispositifs d'exonération de réduction d'impôts. On a l'exonération d'impôts sur les sociétés pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté et l'exonération de CFE qui sont liées. On a l'exonération d'impôts sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en ZFU de première et deuxième génération, ça c'est pareil, c'est supprimé. Les réductions d'impôts sur les revenus au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel, supprimé. En revanche, les jeunes entreprises innovantes, les JEI, comme on les appelle, pourront bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés, totale ou partielle, maintenant jusqu'au 11e anniversaire de l'entreprise. Donc, c'est plutôt intéressant. Avant, on avait une exonération de 8 ans, maintenant, on passe à 11. L'entrepreneur ou l'entreprise individuelle, quant à lui, pourra opter désormais pour une assimilation à une EURL ou EARL et être soumis à l'impôt sur les sociétés, même sous statut d'entrepreneur individuel. On verra ce que ça donne. Je pense que ça peut être. C'est vrai qu'on avait pas mal de clients qui passaient d'entreprise individuelle à EURL pour bénéficier et opter à l'IS. Ça a été très à la mode à un moment. Et qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? La baisse de l'IS. Oui, d'abord, on sait que l'IS, aujourd'hui, mais ça fait pas, c'est pas nouveau, c'est plus intéressant que l'IRPP au barème progressif. Ça dépend des revenus. Moi, j'ai une EIRL, l'impôt sur les sociétés. Ouais. C'est pas un bordel. Ouais, alors juridiquement, je pense que c'est quand même le bordel, parce que, en fait, on est assimilé à, mais on n'est pas, mais on est à l'IS. Alors, l'IS, à la base, c'est quand même l'intérêt des structures IS, c'est quand même d'avoir une société dûment constituée juridiquement dans laquelle on cloisonnait le patrimoine professionnel et qu'on soumettait à l'impôt sur les sociétés. On a toujours dit à nos clients, c'est génial, une fois que c'est dedans, ça s'entue, vous êtes protégé, responsabilité limitée, etc. Là, l'entreprise individuelle, si la personne elle reste en entreprise individuelle avec une assimilation juste fiscale à une EURL ou EARL à l'IS, sans avoir la structuration juridique. Après, C'est l'EIRL. Oui, il y a déjà l'EIRL. Oui, il y a déjà le IRL. Donc il va y avoir une troisième forme de structure. Il va y avoir, pour moi, juste l'entrepreneur individuel à l'IS. non, là, il parle. Mais sans structure. Il parle globalement, juridiquement. C'est ça. Mais sans protection juridique de cloisonnement dans une structure. Sauf qu'il a la responsabilité limitée. Non, mais ça, Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui est en préparation, je crois qu'elle est en mais il peut y avoir justement un statut d'entrepreneur, que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, avec exonération, avec affectation du patrimoine. Oui. C'est pas en France. Oui. Et ça prépare tout ça. Oui. Et je crois que l'actuelle majorité a prévu de faire passer ça là au printemps. Mais écoutez, on verra ce que ça va donner. Moi, Il y aura un patrimoine d'affectation. Oui, patrimoine d'affectation, oui. Mais- Le patrimoine d'affectation, c'est l'EIRL. enfin bon, le patrimoine Non, d'affectation, il ça existe va. déjà en BIC, BNC. Hein. Je veux dire, un entrepreneur individuel qui affecte son patrimoine à son activité professionnelle en Oui, en je libéral. suis d'accord, mais du point de vue fiscal, mais du point de vue juridique, responsabilité. C'est-à-dire mais qu'il y aura, oui, dans ce ça, cas-là, la limitation du droit des créanciers qui ne pourra, les créanciers Alors, ne je pourra verrai- intervenir que sur le patrimoine. Je serais curieuse de savoir comment ça sera mis en œuvre, parce que ça va quand même présupposer à la base qu'on ait un contrat qui soit établi avec un listing, enfin une sanctuarisation du patrimoine d'affectation à l'activité professionnelle pour pouvoir établir quand le créancier vient frapper à la porte que, attendez les gars, vous êtes gentils, mais vous avez vu là sur le papier signé, enregistré, machin, c'est pas à moi, c'est à l'entreprise. Hein. Oui, non, mais Alors que surtout- jusqu'à présent, une société, c'est une société, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un bilan. Oui, mais aujourd'hui, la France se modernise un petit peu de temps en temps, parce que la notion de patrimoine professionnel existe en Allemagne. Bien sûr, mais la notion de patrimoine professionnel, elle existe déjà en France. Oui, avec le IRL notamment.
Moi, Avant, j'ai l'impression qu'on se fourvoie dans une multiplication de structures qui, en fin de compte, n'ont servi à rien parce que c'est que des cas particuliers. C'est ceux qui sont agents d'assurance qui Oui. ont le souci. Là. Donc, Ils les obligent justement, comme ça, ils peuvent attaquer un peu le patrimoine et sans pour autant vraiment. oui, c'est ça. On peut avoir les deux statuts avec les salariés aussi. Et après, c'est les autres pour un peu de la société, tout ce qui est intéressant. Enfin, moi, après, avec toute la fiscalité, que vous soyez à l'IS, en URL, en SARL, quoi, quand vous êtes à l'IS. Mais je trouve que juridiquement, ça risque d'être une sacrée ligne. Oui, parce qu'après, il va falloir distribuer. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes soumis à l'IS, vous allez payer l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de vos bénéfices, mais tout ce qui est entré lors de la distribution des dividendes, comme vous en faites. Voilà. Et comment on va prendre la décision de distribuer les dividendes et de soumettre à l'impôt de distribution. Le fameux PFU, il y avoir de dividendes, il va se faire. Ben aussi. Oui, bah, c'est alors, ça. c'est Alors, on ne peut pas verser des dividendes. c'est le compte de l'exploitant. On ne peut pas verser des dividendes. Oui, non, mais ça va être assez. Bon, encore C'est ça, vous en faire un le super IRL. truc qui Le IRL à l'IS, c'est le compte de l'exploitant ou c'est le compte associé? Ça aussi. Moi, j'ai récupéré un agent d'assurance de l'IRL à l'IS, et les deux, c'est le compte 108 et un compte associé. C'est normal. La normalité. Il faut comment on fait basculer en face de l'un à l'autre, comment on fait l'un et l'autre. Et ils ont mis, quand il a fait un apport pour acheter son portefeuille, mais l'ancien comptable, il l'avait mis dans le capital. Il n'y a pas de capital. Non, Il est dans le 108. Il est en libéral. Hein? Il a été en libéral. Non, il est à. Un agent d'assurance, Oui, normalement, c'est pour ça. si On l'a forcé, sur j'ai portefeuille, avec mon Sur l'écriture est logique, ça n'a pas tout affecté. Hein. Dans la même mesure où vous achetez un Ah non, il n'y a pas de capital. Il est Non, messieurs, fonds. je vous propose de poursuivre et puis de discuter de ça à la fin. Ah bon, c'est pas vrai. C'est intéressant. Ah, mais c'est sûr. Qu'est-ce qui se crée le plus aujourd'hui avec la SASU? Les créateurs, ils ont plus. La SASU. C'est la SASU. La Ça sera ça demain, quoi. Ça sera Aujourd'hui, la vous SASU. voulez faire une boîte, c'est ce qu'on vend aux clients en SASU. Pourquoi? Parce que la SASU, juridiquement, c'est hyper souple à constituer. Ça présente tous les intérêts de société de capitaux. Et pour moi, qui ai beaucoup de clients associatifs, c'est souvent ce que je dis à mes clients associatifs, c'est le compromis entre la société commerciale et l'association. On a deux qualités statutaires, contractuelles, de rédaction, et on a la sécurité d'une société de capital classique. Si vous ne signez pas de caution, on va réfléchir. Les DNS, je trouve ça bordel. Ah, je ne parlais pas des sujets qui fâchent. Alors, je vais finir là sur le crédit. Donc, une ligne et demie, ça fait débat. La loi de finances crée à titre d'information un nouveau crédit d'impôt pour le secteur de l'édition musicale. C'est un crédit d'impôt temporaire. Du 1er janvier 2022 jusqu'au 31/12/2024, les éditeurs qui ont reçu un agrément du ministère de la Culture, en l'occurrence, pourront bénéficier d'un crédit d'impôt de 15% sur les dépenses engagées dans la limite de 500 000 € pour le soutien à la création d'œuvres musicales, le développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur. C'est très restrictif. Je ne sais pas si vous avez des personnes concernées. Moi, je n'en ai aucune pour l'instant. Et le crédit d'impôt sera porté à 30% pour les PME. Quelques dispositions sur les bénéfices agricoles. On a un crédit d'impôt qui sera ouvert aux agriculteurs engagés dans l'agriculture biologique et passe de 3 500 à 4 500 € du 1er janvier 2023 jusqu'en 2025. La loi prévoit une exonération également de taxes foncières en faveur des refuges animaliers, sous réserve d'une délibération des communes avant le 31 décembre de cette année et avec une exonération possible de 2 ans, max. Alors, on touche à la fin avec un dispositif qui n'a pas mon affection particulière. C'est la prolongation de l'expérimentation relative au dispositif des aviseurs fiscaux. Je vous rappelle ce que c'est les aviseurs fiscaux, c'est les gens qui appellent l'administration en disant mon voisin il est méchant, il a des comptes à l'étranger, il n'a pas déclaré.
Voilà. On appelait ça dans un ancien temps d'un autre terme. On a un formulaire. Il y a un formulaire. Ils sont rémunérés. Hein, on rappelle quand même que le dispositif des aviseurs fiscaux. Non, mais alors, C'est négociation. Attention pour les professionnels, ça serait une Le discipline. jour où vous aurez un salarié dans la boîte que vous aurez voulu virer, mais qui n'est pas content et qui va avoir une cotisation fiscale, on en reparlera. Quand la femme de Marie. C'est ça. Alors, je vous rappelle que le dispositif des aviseurs fiscaux permet l'indemnisation de personnes qui fournissent des renseignements au fisc concernant l'évasion fiscale et les fraudes à la TVA, et que ces personnes sont rémunérées. Indemnisé. Indemnisées. Non, mais la terminologie est importante. Le champ d'application de ce dispositif a été étendu par la loi de finances pour 2022 à toutes les infractions pour lesquelles l'impôt éludé dépasse 100 000 €. Donc, en dessous, si c'est de l'évasion fiscale et de la fraude TVA, vous êtes déjà dedans. Mais pour tout ce qui, de toute façon, est au-dessus de 100 000, quel que soit le machin, vous êtes aussi dedans. Donc, voilà, pour tout un coup. Voilà. Et donc, initialement, ça devait prendre fin au 31 décembre 2021. Et finalement, le dispositif est reconduit pour 2 ans. Messieurs, bien. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Non, mais on avait un. C'est dans le même attentif, Donc, le dispositif, il est prorogé de 2 ans. D'accord? Donc, jusqu'au 31 décembre pour l'instant, j'imagine que si c'est lucratif, ça sera encore prorogé en 2023 pour 2 ans. Alors, la loi de finances prévoit également des sanctions alourdies en cas de dissimulation d'avoir à l'étranger, à compter des revenus 2021 et écrit 2022, donc là pour cette année. Les sanctions passent avec une majoration de 80% sans imputation des déficits et réductions d'impôts antérieurement imputés. On est toujours dans la chasse des avoirs à l'étranger, on connaît ça depuis les procédures de régularisation sous Sarkozy, ça s'est poursuivi par la suite, ça a été un peu modifié, etc. C'est vrai qu'on c'est un peu sorti de notre esprit puisqu'on a eu la grosse vague des régularisations dans les années 2020, 2019, etc. Mais on en a toujours. Moi, j'ai toujours des vieux clients qui me disent « Madame Maurigny, vous savez, je ne vous ai pas dit, mais quoi, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais je ne vous ai jamais dit que j'avais un compte là-bas. Ah bon ?» Donc, ça existe toujours. Donc, les sanctions passent avec une majoration de 20%. Oui. On a également une disposition. On a différents régimes qui ont également été prorogés, notamment les régimes de faveur pour l'imposition des bénéfices et impôts locaux dans les zones de revitalisation rurale, AFR, ZFUTE, enfin je ne vais pas vous faire tout. Tous ces dispositifs de zones de protection particulière, les régimes de faveur sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2020. La réduction d'impôt foncier d'Ouvard également est prorogée jusqu'en 2022. La réduction d'IR de Normandie jusqu'en 2023. Le crédit, donc tout ça, ça concerne essentiellement les revenus fonciers. Hein. C'est des investissements locatifs. Hein. Le crédit d'impôt pour le premier abonnement de presse, je ne savais même pas que ça existait ce truc-là. Donc, je l'ai découvert. Merci Mélanie, j'ai découvert le crédit d'impôt pour le premier abonnement de presse. Je ne savais pas qu'on avait ça avant. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il faut que ce soit le premier abonnement. Non, mais je ne sais même pas si ça coûte pas plus cher de faire imprimer la case pour personne n'a connaissance que de ça. Donc, c'est prorogé jusqu'en 2023. Le crédit d'impôt innovation également, lui aussi est prorogé jusqu'en 2022. Quand vous avez la fonction. Bon. Remplir la déclaration d'impôt aujourd'hui, c'est. Moi, en 75, je peux calculer un billet de tête. Hein. Ah ben non, c'est fini. Aujourd'hui, personne ne sait faire. Aujourd'hui, quand on fait une déclaration d'IRPP, on a un moteur de recherche. On va rentrer la bonne case pour savoir où chercher. Exactement. Hein. Ça m'est déjà arrivé de chercher sans moteur de recherche en me disant c'est bon, je vais faire par cœur et il passait 4 heures.
Mais lui, c'est- Être là, la case, ils vont être là, la case. Et ils vont pas, c'est ils font la case. Il faut savoir nous. On a quoi faire rire. Alors, je vais finir là-dessus. Ça, c'est sur les nouvelles dispositions relatives au mécénat. Alors, ça ne résulte pas de la loi de finances pour 2022, mais c'est quand même important de le préciser. Ça résulte de la loi sur le respect des principes de la République du 31 du 24 août. juillet. 24 août. 24 août, merci Mélanie, 2021, donc c'est tout récent. Mais ça impacte les entreprises, donc il faut y penser. La loi sur le respect des principes des valeurs de la République a renforcé les obligations déclaratives, soit des entreprises mécènes, soit des associations mécénées, nous avons compté là de cette année, de janvier 2022. Donc pour les entreprises donatrices de mécénat, donc, qui bénéficient des crédits d'impôt mécénat, notamment à l'IS ou à l'IRPP, elles doivent être en mesure de présenter le reçu fiscal attestant de la réalité du don et du montant en cas de contrôle. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation de conserver les reçus fiscaux de la comptabilité. Aujourd'hui, c'est clairement établi comme étant une obligation. Et je vous rappelle que l'administration fiscale, aujourd'hui, elle est en droit de lancer un contrôle, notamment dans les structures bénéficiaires du mécénat, donc dans les associations, qui va forcément rejaillir sur les sociétés commerciales mécènes. Elle peut lancer le contrôle que sur le reçu fiscal. Elle n'a pas besoin de faire un contrôle de comptabilité ou un contrôle global. Elle vient juste pour vérifier. Donc, il y aura forcément des contrôles sur ces aspects-là. Donc, pour les entreprises, à l'appui de la comptabilité, gardez bien les reçus fiscaux, ce qui suppose pour les associations bénéficiaires de mécénat d'émettre des reçus fiscaux. Jusqu'à présent, vous faisiez les reçus fiscaux pour les particuliers, ça ne posait pas de problème, mais pour les sociétés, souvent, on passait un peu à l'as. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pour les associations bénéficiaires, elles ont une obligation maintenant d'émettre des reçus fiscaux à tous les donataires, que ce soit personnes physiques ou personnes morales. Elles sont obligées de mentionner en annexe de leur compte les dons reçus, les donateurs éventuels. Elles bénéficient par contre d'une procédure, donc c'est ce que je vous disais, spécifique de contrôle fiscal sur place sur les dons, sur les CERFA, et elles ont fait l'objet d'une extension de la liste des infractions fiscales interdisant le recours au mécénat. Donc faites bien attention pour les entreprises concernées à être dans les clous au niveau des reçus fiscaux. Si vous ne les avez pas, vous appelez les assos et vous leur demandez. Merci de nous communiquer le reçu fiscal.